Bonjour chers badinautes, bienvenue dans votre espace littéraire sur Abidjan.net. Nous recevons pour vous ce jour une femme de médias, engagée et libre, Madame Charlène Danon, journaliste, écrivaine et scénariste, auteure de Il y a un Dieu pour les cons, que nous allons découvrir ensemble. Bonjour Madame Danon, merci de nous faire l'honneur de votre présence à Abidjan.net. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Il y a un Dieu pour les cons. Comment avez-vous choisi ce titre? Alors, il y a un Dieu pour les cons, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est une expression qu'on avait l'habitude d'utiliser entre amis et c'est presque anecdotique. On s'est retrouvé dans une situation où quelqu'un a sorti l'expression et puis on a dit « Ah, il y a un Dieu pour les cons ». Quand je commence l'écriture du roman, vu la façon dont je veux m'adresser, les thématiques que je veux aborder et comment je veux emmener la population ou les lecteurs à comprendre mon point de vue ou le point de vue des personnages, l'esprit même du roman jusqu'à sa fin, à sa dernière page, nous a fait comprendre que non, ce titre-là était beaucoup plus adapté qu'autre chose. Donc ça a vraiment coïncidé. Et pour beaucoup, c'est quand on referme le livre qu'on comprend l'intérêt du titre. Dans votre œuvre, vous confrontez un homme politique qui veut revenir sur la scène politique à un dilemme. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Il y a plusieurs personnages, voilà, qui ont des quêtes différentes dans le livre. Et principalement, cet homme politique-là, il a une quête, il a une ambition. Et dans cette quête, il est accompagné aussi par une dame de caractère. Pourquoi on décide de mettre un homme en avant à la place d'une femme? Parce que le milieu politique aujourd'hui, pour rester dans la réalité de notre écosystème, il y a très peu de femmes qui portent des projets politiques, qui portent des partis politiques. Donc à partir de ce moment-là, on a voulu correspondre à la réalité de l'écosystème sociopolitique dans lequel nous sommes. Mais on sait toutefois qu'il y a des femmes qui ont cette ambition intrinsèque demain de dire qu'on revendique la tête, le sommet. Et il y a beaucoup de ces femmes-là, mais qui aujourd'hui sont, on ne va pas dire coincées, elles sont toujours dans la même ligne droite des partis politiques et autres, mais qui, en connaissant les enjeux, en connaissant le terrain, en ayant une certaine forme de lucidité quant à la disposition, c'est le mot, des populations à accueillir une femme à la tête du pouvoir, elles savent très bien l'environnement dans lequel elles sont. Elles savent qu'il est très violent et elles savent que cette décision-là, ou même l'intention seulement, peut briser une vie. Donc il y a beaucoup qui gardent pour elles ces rêves-là et qui suivent le mouvement en portant des hommes à la tête des institutions sociopolitiques du pays. Mariska, la fille de l'homme politique en question, est contrainte à sacrifier son amour pour se marier à quelqu'un de son milieu, pour permettre à son père de réaliser ses rêves. Comment vous est venue l'envie de mettre ce problème en avant? Est-ce inspiré de faits réels? Non, pour beaucoup de choses, dans ce livre, c'est une fiction. Voilà, c'est une fiction. Et on a fait aussi des choix de narration qui s'adressent directement au lecteur. Donc, qui éveillent les consciences, qui font un état des lieux de nos différents dispositifs, de nos systèmes politiques et sociopolitiques en Côte d'Ivoire. Effectivement, dans les familles politiques, quelque part, tout le monde trinque. En l'ayant demandé ou pas, tout le monde est obligé de s'aligner sur la vision politique du père ou de la mère. Et même quand les enfants ne sont pas alignés là-dessus, demain, quand l'homme politique est confronté à un désaveu de la population où il y a jusqu'à souvent mort d'homme, parce que je l'ai dit dans les livres, la mort fait partie du propos politique en Afrique. Donc quand on arrive à ces extrêmes-là, il y a beaucoup d'enfants qui subissent les conséquences. Des enfants qui se retrouvent assassinés parce qu'ils sont parents de tels. Et ça, c'est le plus grave en termes de sacrifice. Et voilà, même dedans, la société dans laquelle ces enfants évoluent les oblige à choisir leur amitié. C'est un peu ça, mais c'est un sujet qui est vraiment secondaire dans le roman. Nous voyons à travers votre œuvre que les rêves des enfants de personnalité sont souvent brisés pour laisser place à ceux de leurs parents.
En tant qu'auteur, que pensez-vous d'un tel phénomène sociétal? Je ne sais pas si j'appellerais ça un phénomène sociétal. C'est ce que je dis. À un moment donné, une vision politique, c'est une vision qui aspire à l'adhésion du plus grand nombre. Quand vous décidez d'entrer en politique, quand vous décidez de proposer un projet politique à des populations, à des gens qui ne vous connaissent pas, les premiers soutiens que vous devez avoir, normalement, ce sont les soutiens de votre famille et de vos enfants. Donc ça vient avec les sacrifices que ça peut emmener. Mais est-ce qu'ils sont à plaindre? Je ne saurais pas le dire, parce que quelque part, c'est aussi des enfants qui bénéficient du système quand les parents finissent par réussir ou bien atteindre leurs objectifs sans vexer qui que ce soit. Est-ce qu'ils sont les mieux, je vais dire, ils sont mal placés par rapport à d'autres enfants qui sont victimes de politiques de corruption et de tout ça, qui ne vont pas à l'école, qui sont dans des situations précaires? Je dirais non. Donc voilà, chacun sa part de fardeau dans la vision d'un parent. Pourquoi avoir arraché l'amour de Mariska à son affection? N'aurait-il pas pu avoir une fin heureuse ensemble? Je crois que ça c'est un peu mon côté dark, mon côté machiavélique dans ma façon de construire les histoires que je raconte. Moi, quand je commence une œuvre romanesque ou cinématographique, d'abord la première question que j'arrive, qui trinque, qui trinque. Et je pense que ça n'aurait pas bouleversé le lecteur si on l'avait gardé dans l'histoire. Et à vrai dire, son chemin s'arrêtait là, parce qu'à un moment, c'était pas lui sa quête, c'était un personnage tout aussi secondaire, un personnage qui confrontait leur ambition. Mais est-ce qu'il était assez puissant pour aller jusqu'au bout de l'œuvre? C'est toute la question. Donc il y a un moment où on est obligé de vous arracher un personnage, même quand il est attachant, quand il semble être celui qui épouse votre vision des choses, mais on vous l'arrache pour que vous compreniez que dans la vie réelle, ce n'est pas toujours les bons qui gagnent. Selon vous, pourquoi il est si difficile pour les femmes d'accéder au pouvoir? Déjà, on a des femmes en Afrique qui ont atteint le sommet. On va parler de la Centrafrique, où on a eu une femme qui a assuré la transition présidentielle. On va parler de choses du Libéria, où on a Ellen Johnson Sirleaf, qui a été présidente du Libéria et qui a fait ses mandats sans qu'il n'y ait de choses. Pour certains pays de l'Afrique de l'Est et de la Côte d'Ivoire, quand on lit entre les lignes de ce livre, on dit qu'on n'est pas encore prêt. Je l'ai dit dans une citation dans les livres que la femme n'est pas perçue à l'équilibre de la mesure. Soit elle est trop indépendante, trop libre, et donc on veut la dominer, on veut la dompter, on veut la dresser, ou soit elle est couchée, elle est vulnérable, et on veut la prendre comme un vase de porcelaine, voilà, la guider, l'encadrer. Ça dit, c'est jamais sa volonté. Une fois qu'elle a la volonté de l'écraser est encore plus forte. Donc vous imaginez qu'une femme se lève un matin en Côte d'Ivoire pour dire « je veux être président de la République » et qui met en place tout un appareil politique. Il faudra qu'elle ait un mental parce qu'elle sera attaquée sur le front personnel, individuel, sur son physique, première chose, sur son apparence, sur sa capacité même à avoir du répondant, et après toutes ses compétences et tout ça seront mis sur la table. En fait, elle n'aura pas droit à l'erreur. Là où les hommes sont tolérés dans certaines choses, elle sera épillée sur toute la ligne. À partir de ce moment-là, on considère toutes les femmes qui un jour dans ce pays vont oser dire que moi je veux être présidente de la République comme des aventurières. Même les femmes elles-mêmes ne voudront pas prendre ce risque-là parce qu'elles vont se dire est-ce que cette femme-là, elle peut? Là où des hommes ont échoué, est-ce qu'elle peut? L'homme, il part avec l'avantage du vérifiable. Il y a d'autres hommes qui ont déjà été présidents de la République. Il part avec l'avantage de la jurisprudence, de la crédibilité. Quelle femme de poigne
qui a porté un parti politique jusqu'à aller aux élections, ne serait-ce que être même dans le trio même des candidats les plus sérieux. Donc vous voyez, ces femmes-là peuvent se faire menacer. Voilà, il y a aussi les choix de la famille qui vont s'imposer. On a une génération de femmes comme Henriette Dagré-Diabaté, comme Simone Gbagbo, toutes ces femmes à l'Ouest Oble qui ont bravé certaines difficultés, la prison même pour d'autres, pour leur vision politique. Mais après cette génération de femmes-là, qui pouvons-nous citer aujourd'hui? Personne. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas. Vous, en tant que femme, comment est-ce qu'une femme peut réaliser ses rêves sans écraser les autres, comme Madame Epiphanie dans votre œuvre? Je l'ai dit dans le livre, il y a des décisions qu'on prend qui ne présentent que des choix injustes. C'est-à-dire, oui, Madame Epiphanie a écrasé beaucoup de gens, mais c'est de dire aussi que quand on emprunte ce chantier-là, quand on emprunte ce chemin-là, on est confronté à beaucoup de choses qui vont à l'encontre de nos valeurs et de notre morale. C'est à nous de savoir le niveau de détermination que nous avons pour atteindre cet objectif-là. Mais je le dis tout de suite, pour moi, la fin ne justifie pas les moyens en politique. Là où les gens pensent que la politique a un visage diabolique, on devrait plutôt donner à cette politique-là un visage humain. Quand on parle d'humanité, la femme, je pense, a beaucoup plus d'empathie que l'homme dans certaines situations et donc qui peut gérer une question avec beaucoup plus d'humanité qu'un homme l'aurait fait. Et voilà pourquoi je pense qu'une femme peut mener à bien un projet politique, elle peut briguer les plus hauts postes des institutions ou des pays en ayant cette faculté-là de traiter certaines questions avec beaucoup plus d'empathie que les hommes. Vous avez su dépeindre les maux que nous rencontrons sous nos cieux concernant les pouvoirs dans votre œuvre. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre et qu'est-ce qu'on doit retenir? Je le disais quand j'étais sur un plateau, c'est que les hommes politiques sont dans leur rôle. Les systèmes politiques qui ont été mis en place, où les idéologies politiques ont une seule, je veux dire, ligne directrice, ou un seul mot, c'est de dire que nous faisons les choses pour le bien-être de vous, population. Ça ne change pas, c'est commun à tous les partis politiques, qu'ils soient libéraux, qu'ils soient centristes, qu'ils soient de gauche. On mettra toujours en avant le bien-être de la population quand on veut leur vote. Il faut que nous-mêmes, on soit capables de prendre du recul par rapport aux choix que nous faisons. Et c'est ce que je dis, on ne peut pas répéter les mêmes choses et nous asseoir dans notre salon, nous plaindre des mêmes choses. Ça commence d'abord par nous. Quand on prend l'exemple du Sénégal aujourd'hui, où les populations là-bas ont tenu à ce que leur constitution ne soit pas violée, et donc ils sont allés jusqu'au bout pour maintenir leur constitution, maintenir des élections démocratiques. C'est ça qu'on demande en fait. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ici, ça peut choquer, mais il y a des gens qui vendent leur vote pour 5 000 francs. Vous vous imaginez? Des gens qui vont décider de votre avenir, de l'avenir de vos enfants. Vous n'écoutez pas leur programme. Quelle est leur disposition? Comment ils vous parlent? Avec quel type d'humilité? Quels sont leurs projets? Non, vous ne vous intéressez pas à ça. Vous prenez de l'argent. Que ce soit les chefs, que ce soit... Tout le monde cherche de l'argent, tout le monde vend son vote aujourd'hui. Et quand vient le jour, les votes, ils ont le toupet de rester dans leur maison, de ne pas sortir, aller voter, aller décider. Et sur une population de combien de millions? On a à peine 6 millions qui décident pour un pays qui fait à peu près 30 millions d'habitants. Et vous allez voir demain, les mêmes vont s'asseoir chez eux et se plaindre. Mais c'est un devoir. Et ce devoir-là, si on n'analyse pas, si on ne regarde pas à qui on veut confier notre pays, quel est son background, quel est même son état psychologique, quelle est son histoire avec les Ivoiriens, comment est-ce qu'il est empathique, comment est-ce qu'il traite les Ivoiriens ou les gens d'autres pays, et qu'on s'assoit pour 5 000, on est capable de prendre 5 000 pour aller voter tel ou tel candidat. À partir de ce moment-là, moi je dis, les politiques, ils sont dans leur rôle. Et ils jouent bien leur rôle. Mais quel est notre rôle à nous? Comme le Sénégal l'a démontré, leur rôle à eux, c'est de maintenir leur constitution.
c'est de maintenir la démocratie dans le pays et c'est de rester un peuple souverain. À quel niveau nous sommes un peuple souverain? À quel moment? Quand on décide que notre vote vaut 5 000 francs. C'est toute la question. Merci Madame Danon d'avoir accepté d'être des nôtres. Cet échange a été très enrichissant. Je vous en prie. À vous, Babinote, pour rejoindre la communauté, procurez-vous Il y a un Dieu pour les cons. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission.